Hey, salut à tous! Alors, vous n'avez rien à cacher? Pas de problème! Aujourd'hui, on est avec Antoine Tissot qui sort justement son jeu Rien à cacher. Alors, il n'est pas tout seul, il le fait avec Adrien Fulda et Luc Debois avec des illustrations de Loïc Sécheresse. Alors, on va pas s'étaler totalement sur le jeu tout de suite puisque je vais sortir aussi une vidéo qui vous présente le jeu en détail très bientôt, voire avant, après ou pendant, je ne sais pas encore cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir également. Pour revenir à Antoine Tissot, donc Antoine, tu es un petit nouveau dans le monde du jeu de société, mais tu fais quand même ton chemin, puisque là, avec la sortie de Rien à cacher, donc c'est un de tes nombreux jeux qui arrive sur le devant de la scène, puisque en 2019, tu avais déjà été récompensé avec le deuxième prix de la catégorie expert au Paris Ludique, et il n'y a pas si longtemps, en septembre 2023, tu as eu le prix, tu étais primé au concours de Boulogne-Billancourt pour le jeu Amazonie, et tout récemment au FLIP, au Festival Ludique International de Parthenay, dans la catégorie de le prix spécial du jury. Donc, Antoine, bienvenue dans cette émission. Merci. Tu inaugures le premier numéro, qui sera peut-être aussi l'unique numéro. Quel honneur. Donc, Antoine, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Ouais, je m'appelle Antoine, je suis auteur de jeux. Voilà, ça fait 2 mots. 2 informations. Alors, peut-être comment t'es venue du coup la passion du jeu de société et l'envie de devenir auteur de jeu? La passion du jeu de société, comme beaucoup de monde, ça vient de l'enfance, avec des jeux plutôt classiques. Petits chevaux, Monopoly, cochons, mille bornes, etc. Et après, peut-être un trou où j'ai surtout rempli avec des jeux vidéo. Et un retour au jeu de société, quand j'ai commencé à rentrer dans la vie active, que j'ai rencontré des gens, des collègues qui jouaient à des jeux comme Citadel notamment, auxquels j'ai énormément joué. Je pense que c'était mon premier jeu de société moderne, entre guillemets. Et voilà, après, de fil en aiguille, j'ai découvert d'autres jeux, d'autres mécaniques, d'autres propositions. Jusqu'à l'envie de créer qui est venue quand j'étais au Paraguay. Parce que j'ai travaillé à l'étranger pendant 2 ans, il y a une dizaine d'années. Et bon, on aura l'occasion d'en parler, mais en fait, c'est des choses que je vis, qui me donnent envie de faire des jeux, parce que les jeux, c'est un moyen d'expression. Et je trouve que c'est intéressant de réfléchir à comment on peut utiliser le langage du jeu pour dire des choses sur un sujet en particulier. Alors du coup, par rapport au jeu de société, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer du jeu vidéo plutôt vers le jeu de société? Qu'est-ce qui a fait ce glissement? C'est la composante sociale, en fait. C'est ça qui est intéressant, le fait d'être autour d'une table et autour d'un sujet en particulier, en fonction de ce dont parle le jeu. C'est quelque chose que tu ne peux pas avoir dans le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, tu as l'écran qui est entre les joueurs, si c'est un jeu multijoueur, la plupart du temps c'est des jeux solo. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant, et c'est pour ça que le premier jeu que j'ai fait, c'était déjà un jeu où, comment dire, je voulais que ça crée de la discussion autour de la table entre les joueurs. On est joueurs, mais on est aussi des personnes, des acteurs sociaux, et c'est ça que je trouve intéressant en jeu de société. La présence, le matériel, le fait d'être là avec les autres, de faire société. L'interaction. L'interaction. Ok. Alors du coup, avant qu'on parle un petit peu de Rien à cacher plus en détail, est-ce que pour continuer cette présentation, tu peux nous parler de 2-3 jeux que tu aimes bien, que tu trouves intéressants et que tu as dans ta ludothèque? Ouais, alors j'ai choisi déjà Les Poilus de Fabien Riffaut et Juan Rodriguez. Parce que ça fait partie des jeux que j'ai découvert. Jeu coopératif. Jeu coopératif que j'ai découvert il y a quelques années, qui parle de la guerre, mais qui n'est pas un jeu guerrier. Et donc sa façon d'aborder le sujet est vraiment unique et pertinente, parce que plutôt qu'affronter des soldats d'une autre armée, on va affronter nos propres peurs. Peur du gaz, peur d'un certain type de météo, la peur d'être... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bref, bon, tu pourras couper ça. Non, on va le garder. Il y a le sifflet aussi, c'est peur de monter. Ouais, le sifflet, voilà, ouais, exactement. Combat, ouais. Et en fait, on va s'entraider pour affronter nos peurs et pour réussir les missions, parce qu'il faut quand même faire ce que le jeu nous demande, jusqu'à arriver à la fin de la guerre. Et donc, c'est plutôt de parler de l'affrontement contre quelqu'un d'un autre pays, d'une autre nationalité, d'un autre camp. Il va parler de qu'est-ce qu'on construit entre nous, comment on affronte collectivement un danger, un péril, et ça crée quelque chose de très fort. Il y a une émotion très forte qui se crée autour de la table, et le jeu il n'est pas innocent. En plus, les illustrations de Tinius
elles sont assez incroyables. Enfin, elles contribuent à l'immersion. Et c'est un jeu auquel j'ai joué aussi dans mes cours, parce que j'ai été prof de français langue étrangère pendant un certain nombre d'années. Et chaque fois que j'ai joué avec mes étudiants et qu'on parlait de la Première Guerre mondiale, ils n'en sortaient pas indemnes. Autre jeu, Carte Aventura, et notamment celui sur Versailles, dans lequel on suit Julie Daubigny, qui était une personne qui jonglait entre les genres. Et la particularité de cet opus, c'est que en fait, la mécanique, ça va être de choisir le genre avec lequel on aborde les situations. Et les cartes aventure, c'est un jeu très simple, narratif, on fait des choix, comme dans un livre dont vous êtes le héros, mais là, ce qui est vraiment unique et très fort, c'est que le simple choix de est-ce que j'aborde cette situation ou cette personne habillée en homme ou habillée en femme, ça va changer beaucoup de choses dans le jeu. Et du coup, ça va dire beaucoup de choses aussi, parce que l'écriture est extrêmement fine, et elle permet de comprendre que on ne va pas avoir la même expérience dans la vie, même si ça se passe au XVIIe siècle, selon son genre et selon la façon dont les autres nous considèrent. Donc ça, je trouve ça assez brillant en fait de raconter quelque chose d'aussi fort, d'aussi actuel, avec une mécanique extrêmement simple et extrêmement fluide. Donc voilà, je suis assez admiratif de ce travail-là. Et dernier jeu, bon, encore un peu sur une thématique de guerre, mais plutôt du côté résistant, avec le jeu Résistance de... Ah oui, là j'ai pas dit, c'est Peggy Chassenay et Thomas Dupont. Et là c'est David Thompson, Roger Tankersley et Trevor Benjamin. Donc ils sont à l'origine de Champ d'honneur et de Inflexible. Ah, qui maîtrisent bien leur sujet. Et là on est sur un jeu solo dans lequel on doit se battre contre les forces franquistes en tant que résistant, en tant que maquisard. Et en fait le jeu est là aussi relativement simple parce qu'à son tour de jeu, on va notamment choisir si ces maquisards ils continuent à être camouflés ou s'ils se révèlent pour faire une action plus puissante. Mais s'ils se révèlent, on les perd pour le reste de la partie. Et donc le jeu pose la question, quand on est face à une oppression comme celle de l'Espagne franquiste, à quoi on est prêt à renoncer pour se battre contre ce type de régime. Et j'aime bien faire des passerelles entre les médias, et je trouve que le jeu, il parle aussi bien de ce sujet-là qu'un film comme L'Armée des Ombres, de Melville, je crois, qui parle de la résistance, mais des côtés très sombres de la résistance, parce que dans le jeu, il y a aussi la question des civils. Est-ce qu'on est prêt à les sacrifier pour atteindre la mission ? Ça demande de faire des choix moraux très forts. C'est des choix qu'on trouve aussi dans Les Justes, je crois, la pièce de Camus, là, où on se pose la question de est-ce qu'on tue des innocents pour tuer un dictateur qui tuera peut-être plus de personnes, etc. Donc voilà, pour moi c'est une réussite parce que ça montre qu'un jeu, à travers son langage, il peut dire des choses aussi fortes qu'un film ou un livre, mais avec ses propres, avec sa façon de le faire, quoi. Ok, donc on voit déjà là le petit côté un peu politique, éthique, morale qui berce tes expériences ludiques. Donc on y reviendra à la fin, on va d'abord parler de Rien à cacher, enfin on va même rester encore un petit peu dans ce thème politique avec Rien à cacher, mais on reviendra dans la fin de la vidéo sur la question du jeu comme objet politique, aussi objet dans le débat social. Mais on va tout de suite passer du coup à Rien à cacher qui est dans l'actualité ludique. Alors, Antoine, est-ce que tu peux nous faire un peu le pitch de Rien à cacher ? Oui, alors Rien à cacher, c'est un jeu de bluff et de défausse dans lequel on a des cartes liberté en main. Et l'objectif, ça va être d'être la première ou le premier à toutes les jouer, à exercer toutes ces libertés. Le souci, c'est qu'on a aussi des lois qui, pour notre propre sécurité, nous empêchent de jouer certaines libertés. Donc il y a des cartes qu'on va jouer face visible tant qu'elles sont jouables et d'autres face cachée. Cependant, quand on les joue face cachée, les autres peuvent nous dénoncer. Et s'ils nous dénoncent à raison, ils reçoivent des jetons de bons citoyens qu'ils peuvent ensuite dépenser eux-mêmes pour faire leur propre liberté dans leur coin sans être inquiétés. Voilà, donc c'est un jeu qui parle de la surveillance, des libertés, qui est relativement simple et facile d'accès, qui a été fait avec Adrien Fulda et Luc Debois, qui sont donc les auteurs avec moi sur le jeu, mais qui sont aussi les personnes à l'origine de Coco Chéri, la maison d'édition qui a fait Rien à cacher, mais aussi On lâche rien. C'est un jeu sur la liberté de manifester, la violence policière, et qui est sorti il y a 1 an environ. Et la particularité de l'éditeur, c'est qu'il travaille toujours avec des associations comme la Ligue des droits de l'homme. On lâche rien, ils ont aussi travaillé avec l'ACAT, qui est l'association chrétienne pour l'abolition de la torture. Et sur Rien à cacher, on a aussi travaillé avec la Ligue des droits de l'homme et le Mouton numérique, qui est un collectif technocritique.
Et ces associations, ce qu'elles viennent apporter en plus, c'est qu'elles vont donner de la documentation qu'on va retrouver dans la boîte de jeu. Parce qu'on peut juste jouer au jeu, mais si on s'intéresse au sujet, on peut aller un peu plus loin. Il y a un petit livret dedans, dans lequel il y a des clés de compréhension, de la doc, des sources, des articles, etc. Voilà, donc en fait la maison d'édition elle a pour but de faire des jeux qui sont des vrais jeux, hein, sympas à jouer, marrants, etc., très faciles d'accès, mais qui permettent d'explorer des sujets en tant que jeu. Donc là, dans Rien à cacher, ça va être voilà, dénoncer les autres, donc on va prendre à contre-pied en fait le sujet. Dans On lâche rien, ça va être de taper sur des manifestants, parce qu'on parle des manifs, etc., des violences policières. Et voilà, et d'amener ces sujets dans l'espace ludique de cette manière, parce que c'est des objets ludiques, mais c'est aussi des objets militants. Ça, c'est très clair. Pour l'éditeur, c'est présenté comme ça. Et du coup, d'où est venue l'idée de ce jeu-là spécifiquement, Rien à cacher? Comment est-ce que tu as rencontré tes co-auteurs? Est-ce que tout de suite vous êtes parti sur cette idée-là? Alors, pour la faire courte, mais c'est intéressant, c'est une histoire de réseau. Parce que j'avais un jeu sur l'Amazonie, que j'avais présenté à un éditeur qui m'avait dit ah, ok, mais c'est un peu politique, donc un peu pas trop pour nous, mais je te conseille d'aller voir telle personne. Donc c'était Adrien Fulda qui veut faire des jeux qui parlent de sujets plus. Voilà. Et donc j'ai contacté Adrien, à qui j'ai présenté le jeu Amazonie, dont on parlera peut-être plus tard. Mais il m'a dit oh, le jeu est beaucoup trop touffeux, on veut plutôt faire des petits jeux avec des cartes, etc. Mais on travaille en ce moment sur un jeu sur la surveillance. Voilà, ils n'avaient pas commencé à faire le jeu, mais ils avaient déjà ce projet. Et moi, c'est un sujet que je trouvais hyper intéressant. Et du coup, je leur ai proposé qu'on travaille ensemble. Et voilà. Donc ça, c'était au Flip en 2022. D'accord, c'était il y a 2 ans à peu près. Ouais, il y a 2 ans. Et au Flip, on a commencé à réfléchir au jeu. On avait des cartes, on écrivait des trucs dessus. Les gens nous regardaient jouer avec des cartes sur lesquelles il n'y avait rien. Ils se posaient des questions. C'était très étrange. Mais c'était très rigolo. Et voilà. Et l'année d'après, on a présenté le jeu au trophée Flip Créateur pour le faire jouer, pour le développer, etc. Et il vient de sortir, là, il est sorti début juillet et il sera disponible en librairie aussi, fin août. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il y avait comme contrainte dans la création de ce jeu en particulier? La première contrainte, c'est l'accessibilité. Vraiment que même les personnes qui ne sont pas familières avec les jeux de société puissent comprendre le jeu, y jouer, s'y amuser. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur un jeu très familial, très accessible. La deuxième contrainte, c'est qu'il faut qu'il parle du sujet, naturellement, et si possible, qu'il en parle d'une façon intéressante avec le langage propre au jeu de société. Donc c'est-à-dire que la mécanique doit pouvoir te permettre de comprendre quelque chose, si tu y es sensible. Donc là, l'idée du jeu, alors je ne sais pas si vous le déflorez tout de suite, mais c'est que plus tu dénonces les autres, plus tu vas amener des nouvelles lois qui t'empêchent toi-même de jouer tes propres libertés. Et donc au final, tu vas te rendre compte que il ne faut pas dénoncer les autres si tu veux pouvoir mener ta propre vie. C'est ça que le jeu essaye de raconter. Le paradoxe, pour qu'on gagne tous ensemble, il faudrait que personne ne gagne. Voilà, c'est ça. Et alors bon, il y a plusieurs façons de gagner, on pourra en parler peut-être après tout à l'heure, mais voilà. Et autre contrainte, après, ça va être le matériel. Il faut que ça soit un jeu assez resserré, donc quelques cartes, quelques jetons, mais pas plus. Ok. Alors du coup, tu as commencé à parler un petit peu de la manière dont vous êtes rencontré avec les auteurs, vous avez commencé à faire un petit prototype rapidement au Flip. Comment est-ce qu'ensuite le jeu, comment est-ce que vous fonctionnez, quelle méthode vous adoptez? En plus, à 3 auteurs, donc c'est encore plus compliqué, ou plus simple, je ne sais pas quand on est plusieurs. Mais comment est-ce que vous avancez pour créer le prototype, le faire tester, à qui vous le faites tester, comment vous améliorez petit à petit le jeu? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à la fois individuellement chacun de son côté et aussi à échéance régulière. On a mis en commun les choses qu'on remarquait chacun de notre côté. Donc, par exemple, Luc, lui, il a beaucoup fait tourner le prototype dans les festivals où il allait. Adrien, lui, il était sur contact avec les associations pour savoir ce qu'ils en pensaient, comment ils pouvaient enrichir au niveau thématique, est-ce que ça leur convenait. Et moi, j'étais surtout en lien avec un collectif d'auteurs, le Graal, à Rennes, où j'ai pu bénéficier de l'expérience des autres pour voir ce qu'ils pensaient du jeu, quelle idée on pouvait mettre dedans, à quel niveau il fallait le placer par rapport au public, par rapport à l'objectif. Et voilà, et avec Luc et Adrien, on se retrouvait régulièrement pour faire un point, pour savoir dans quelle direction on allait, prendre des décisions, se rendre compte que telle chose ne marchait pas, parfois laisser un peu reposer, parce que le temps et la patience, c'est un ingrédient important dans le développement d'un jeu.
faut pas être trop pressé non plus. Là, le jeu, il a quand même mis 2 ans, même si c'est pas un travail à temps plein, pour être développé, pour être testé, pour être fabriqué. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre après? Il y a eu beaucoup de versions de prototypes, je ne sais pas combien exactement, mais plusieurs dizaines, je pense. Et puis là, comme le sujet était là avant le jeu, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aller chercher des idées dans le sujet. Donc par exemple, tout ce qui était question de liberté, ça a amené l'idée d'avoir des cartes réparties par famille. Tu vas avoir la liberté professionnelle et syndicale, la liberté amoureuse et sexuelle, la liberté de conscience, la liberté de déplacement, etc. Et en fait, tu vas avoir une loi qui répond à chaque chose. Et après, donc ça, on a pu le mettre dans la mécanique, et puis ça donne aussi des idées à l'illustrateur, parce que l'illustrateur Loïc Sécheresse, dessinateur de presse, très sensible à ces sujets aussi, lui, on va lui demander de représenter tel type de liberté sur un petit dessin, et en face de représenter une loi, donc une personne, une personnalité politique qui va lui dire pour votre sécurité, on va interdire tel type de déplacement. Voilà, l'idée c'était d'avoir un objet qui soit cohérent en termes de matériel, en termes de thème, en termes de mécanique. Et alors du coup, par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu comme piste que vous avez explorée et finalement vous avez laissé tomber parce que peut-être c'était trop compliqué, ça ne convenait pas au public, ou parce que ça ne fonctionnait pas Qu'est-ce qu'il y a eu comme impasse Alors il y avait une piste pour rendre le jeu un peu plus complexe, qui était d'avoir des pouvoirs sur les cartes quand tu les joues. Une personne brillante avait fait cette suggestion. Excellente idée. Voilà. Donc on l'a testé, ça marchait bien. Donc en fait, soit tu jouais ta carte face cachée, tu étais tranquille, soit tu le jouais face visible, et là tu faisais ton pouvoir. Donc tu avais un choix intéressant. Le souci, c'est que ça faisait monter le jeu dans une gamme un peu plus gamer, et pour les personnes vraiment peu familières avec les jeux de société, le coût d'entrée était un peu plus élevé. Donc il fallait faire un choix. Donc, on a fait le choix d'être accessible à un plus grand nombre, et peut-être moins, en étant un peu moins ce que recherchent les gros gamers. Parce que le jeu va être distribué dans les boutiques spécialisées, j'imagine, et au-delà de ça, on va le trouver à quel endroit? Alors il y a les associations qui en prennent un certain nombre pour pouvoir le diffuser dans leur réseau, parce que pour eux c'est aussi un outil de sensibilisation, de formation, de discussion. Après il y a effectivement il y a les boutiques, et puis il y a les librairies, notamment indépendantes. Alors, il faudrait que je vérifie, mais on pourra le trouver par exemple dans le rayon des bouquins sur l'histoire des luttes sociales en France, les questions écologiques, etc. Tout ce qui est question de société, politique, comme on peut déjà trouver On lâche rien dans certaines librairies. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a eu d'autres idées comme ça que finalement vous avez abandonnées, ou d'autres impasses, on va dire, de développement qui finalement ne donnaient pas satisfaction? Pas tellement. En fait, on avait le cœur du jeu était là dès le début. Ouais. Il y a eu tout de suite cette idée de jouer des cartes face cachée, face visible, avec un jeton qui représente une caméra et qui bouge entre les joueurs. Et quand cette caméra est devant toi, tu es obligé de jouer face visible. Et ça, c'est quelque chose de fort, je pense, dans le jeu. En tout cas, c'est comme ça que les joueurs nous le font remonter dans les festivals. Tu te sens vraiment nu, quoi. Tu dois montrer ce que tu fais. Et elle est persistante, cette caméra, elle reste devant toi tant que tu ne fais pas une action pour t'en débarrasser ou que quelqu'un ne dénonce pas quelqu'un d'autre. Et je crois que j'avais joué les premières versions du prototype, il n'y avait pas ces jetons citoyens modèles qui sont arrivés. Ça arrive à quel moment, ça? Alors ça, c'est une idée d'un auteur du Graal, si je ne dis pas de bêtises, pour inciter d'un côté les joueurs à aller vers la dénonciation, mais aussi à aller vers le bluff, parce que ces jetons, tu peux les avoir si tu te fais dénoncer à tort, en guise de contrepartie. Donc c'est quelque chose qui va alimenter la mécanique, parce que la mécanique ne marche que si les joueurs se dénoncent. Enfin, en tout cas, il y a plus de tension. Et d'un autre côté, c'est aussi un petit plus qui va te permettre de contourner les interdits, si tu arrives à en avoir un certain nombre. Donc de te rattraper si tu as trop de cartes, si tu as trop de cartes interdites. C'est une sorte de catch-up, quoi. Et du coup, tu parlais donc des auteurs du Graal qui peuvent avoir une influence sur le développement. Est-ce que le fait de faire tourner le jeu aussi en festival, par exemple, ça influe beaucoup sur la manière dont le jeu, dont vous orientez aussi les mécaniques du jeu? Ah oui, oui. En fait, les deux sont très précieux et très complémentaires. D'un côté, dans le collectif, tu vas avoir un regard de professionnel, on peut dire, d'auteurs expérimentés, qui vont voir tout de suite ce qui ne marche pas, qui vont avoir plein d'idées différentes à essayer.
Et d'un autre côté, dans le festival, eh ben, comme tu vas faire plein de parties à la suite, tu vas voir ce qui fonctionne bien en vrai, quoi, dans le concret. Et ce qui ne fonctionne pas, et les joueurs, même s'ils ne sont pas des professionnels, ils peuvent avoir des très bonnes idées. Là, quelqu'un à Cannes, par exemple, nous avait donné l'idée de, quand la caméra est devant moi, je peux faire profil bas, c'est-à-dire que je pioche une carte et je donne la caméra à quelqu'un d'autre. Ça vient d'un joueur dans un festival, on l'a gardé. Sinon, la caméra ne bougeait pas et on était bloqué. La caméra ne bougeait que quand on se dénonçait. Ouais. Mais... Donc, on avait un tour qui était perdu. Ouais. Là, ça donne une action en plus, quoi. Alors, du coup, après ces multiples développements, comment est-ce que vous décidez à 3 auteurs que le jeu est prêt et que c'est bon, on peut l'éditer? Quand on en est suffisamment satisfait, on a fait beaucoup de parties entre nous aussi, pour voir qu'est-ce qui nous plaît dans le jeu, qu'est-ce qui nous plaît moins, qu'est-ce qu'on doit corriger, qu'est-ce qui pourrait effectivement être encore un peu amélioré, mais il faudrait y passer encore plusieurs mois dessus, faire plein de parties. Donc la question c'est ça, ouais. Où est-ce que tu places la barre? Et puis la décision, elle appartenait pas uniquement aux auteurs et à l'éditeur, elle appartenait aussi aux associations. Il fallait qu'elles soient OK avec le jeu. Il y avait là, il y a cet acteur-là. Il y a une validation des associations aussi de cette version un peu prototype du jeu avant. Oui, parce qu'il y a leur nom sur la boîte, donc voilà, ils donnent ils s'engagent là-dedans. Donc concrètement, vous les avez rencontrés, vous les avez fait jouer au jeu, vous avez joué ensemble. Et comme eux ne sont pas forcément joueurs non plus, il fallait là aussi que le jeu soit très simple, très facile d'accès. Ouais. Non, je réfléchis à qu'est-ce qui... Après, en fait, c'est très dur d'évaluer soi-même si le jeu est fini ou pas. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est important de s'appuyer vraiment sur les autres. Et je m'appuie beaucoup sur le Graal, et les collègues du Graal m'ont dit « Bon, c'est bon, là, le jeu, il fonctionne bien par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé. Apparemment, il ne va pas y avoir de bugs. Il dit ce qu'il veut dire. Et si on aime les jeux de bluff, il est amusant à jouer, etc. » Donc, d'accord. C'est important d'avoir un regard extérieur. Ah oui, c'est indispensable. Ouais. Et alors du coup, je reviens un peu sur la mécanique de rien à cacher, parce que quand on joue du coup une carte, que ce soit face visible ou face cachée, même dans les deux cas, alors je n'ai pas lu la règle en détail, parce que du coup tu m'avais expliqué le jeu, mais il faut dire en même temps ce qu'on fait. Par exemple, je sais pas, je vais manifester pour mes droits syndicaux, quelque chose comme ça, quand on pose une carte, en essayant d'être un peu thématique, si on pose une carte face visible sur la liberté professionnelle, de dire quelque chose en lien avec la liberté professionnelle, et puis si c'est face cachée, de bluffer en essayant de dénoncer une liberté qui n'est pas interdite à ce moment-là. D'où ça vient cette idée? Alors, la première chose, c'est qu'il faut que, comme c'est un jeu de dénonciation, qu'on ait quelque chose pour déterminer si la personne fait bien ce qu'elle dit, ou si elle est en train de nous... Ça peut aider aussi dans le bluff si la personne hésite ou elle ne sait pas trop, parce que du coup il y a des illustrations sur les cartes, et c'est vrai que si on dit ce qu'il y a sur l'illustration, ça va nous aider, on va être plus confiant. Complètement, ouais. Dans les protos, il y avait une phrase du genre se déplacer la nuit, ou aller en rave party, ou participer à une manifestation. Donc tu pouvais t'inspirer de ces phrases. Et là, le travail que l'éditeur a fait, et que je trouve assez admirable, c'est transformer ces phrases en situations illustrées par Loïc Sécheresse. Et comme tu dis, voilà, tu peux... Ce qui laisse plus ouvert aussi même la parole, on peut davantage interpréter ce qui est écrit sur la carte. Complètement. Et donc, alors, il y a cet aspect mécanique, pour que tu aies un truc sur lequel construire ton bluff et qu'on puisse déceler aussi si tu mens ou pas. Parce que si tu joues juste ta carte et qu'on passe au joueur suivant, sur quoi tu t'appuies, quoi. Et la deuxième raison, c'est la question thématique, quoi. Pour l'ambiance, tu dis un truc qui est en lien avec le thème, ça va construire l'ambiance, quoi. Ça va amener le thème dans l'espace. Et il y a une troisième chose que j'ai oubliée. Alors moi, je le vois aussi comme outil de réflexion politique directe du jeu, parce que c'est là que le thème transparaît, qu'on se dit ah oui, le jeu, on rappelle le thème du jeu, de ce sur quoi le jeu est en train de s'interroger en fait, en faisant ça. Oui, complètement. C'est un peu la réaffirmation des origines. Permanence. Ah oui, je me souviens ce que je voulais dire, c'est qu'une grosse inspiration pour le jeu, c'est le jeu Spicy. Je suis désolé, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais... Je le noterai juste en dessous là. Okay. Qui est un jeu aussi de bluff et de défausse. La vidéo est disponible sur ma chaîne. Oui, excellente vidéo. Jeu de bluff et de défausse dans lequel tu vas juste dire la couleur et la valeur sur laquelle tu montes, c'est vrai ou pas. Mais comment dire, ce que tu dis, c'est un élément important sur lequel les autres s'appuient pour voir si tu bluffes ou pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on a emprunté à Spicy et qu'on a adapté dans Rien à cacher sous une autre forme, mais l'idée vient de là.
Ok. Ah si, un truc important sur la fin du jeu aussi, parce que ça a été un sujet de débat. En fait, on s'est demandé si... parce que le jeu peut se terminer si quelqu'un joue sa dernière carte. Mais il peut aussi se terminer... Parce que c'est un jeu de défausse. Donc c'est un quelqu'un jeu de qui se défausse. défausse de toutes ses cartes, ça met fin au jeu. Voilà. Mais il peut aussi se terminer s'il y a trop de lois, parce qu'on peut quasiment plus jouer, donc voilà, on est arrivé dans un état complètement liberticide. Et là, à ce moment-là, alors, il peut se passer deux choses. Soit on a une fin classique où c'est la personne qui a le moins de cartes en main qui gagne, avec une résolution des égalités, etc. Soit on dit que tout le monde a perdu, et c'est la conséquence des actions des joueurs. Et ça, c'est la fin la plus forte, à mon sens. Mais la discussion qu'on avait avec l'éditeur, c'était que quelqu'un pourrait reprocher au jeu d'être buggé, parce qu'il pourrait y avoir un joueur qui dénoncerait tout le temps, et qui amènerait la fin du jeu, parce que lui, il a senti qu'il ne pouvait pas gagner. Et comme le dit Henri Karmarek, donc, avec qui on a beaucoup discuté du jeu à Rennes, qui est dans le Graal, c'est pas grave si le jeu se finit comme ça, parce que même s'il se finit comme ça, il y a quelque chose à en tirer, tu vois, quelque chose à en dire. Il s'est fini comme ça parce que quelqu'un autour de la table a complètement collaboré au système de dénonciation, et voilà, et tout le monde perd à la fin, même lui. Voilà. Bon, mais pour l'éditeur, c'était plus compliqué parce qu'il n'y a pas Henri Karmarek dans la boîte. Néanmoins, on a trouvé un compromis que je trouve intéressant. C'est qu'on a mis la fin classique dans le jeu, mais dans le livret de règles, on a aussi mis une lettre qui est en fait une lettre écrite par les auteurs à l'éditeur, qui dit non, ça c'est pas la vraie fin. La vraie fin, c'est que s'il y a toutes les lois, toutes les libertés qui sont interdites, vous avez perdu, et il faut réfléchir à ce que vous avez fait dans la partie, et vous poser des questions sur vos actions, et discuter du thème, etc. Et voilà, et c'est ça que le jeu veut dire, etc. Donc en fait, tu as deux fins en une, tu choisis ta fin, et je trouve que c'est assez intéressant de l'avoir amené comme ça. D'accord. On peut gagner en dénonçant, on peut perdre tous aussi en dénonçant. Voilà. Alors maintenant, si je reviens un petit peu sur les différents jeux auxquels tu m'as fait jouer au stade de prototype, qui ne sont pas nécessairement sortis, donc rien à cacher est sorti, mais il y en a d'autres que tu avais créés avant. Donc je parlais de H+, qui avait eu le prix au Paris Ludique. Donc H+, c'était un peu l'humain augmenté qui doit se récupérer des augmentations, avoir des bras cybernétiques, etc. pour pouvoir prendre du travail et puis gagner de l'argent, et essayer de se faire de survivre un petit peu dans un monde déshumanisé, on va dire. Ensuite, on a eu Amazonie, je sais plus si ça s'appelait Amazonas au départ, c'est toujours appelé Amazonie d'ailleurs, je me rappelle plus. Amazonie, qui est où du coup là on incarne, alors tu l'as installé devant toi, hein, le jeu qui est ici, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais où on a un protecteur de la forêt qui va protéger la forêt amazonienne contre les braconniers. Donc il y a un joueur qui joue le protecteur et les autres joueurs jouent les braconniers qui déforestent, qui élèvent des vaches, qui plantent du soja pour profiter des terres amazoniennes. Et puis maintenant, rien à cacher, où on est sur la question des différentes libertés. Antoine, est-ce qu'il n'y a pas une certaine obsession quand même pour le militantisme et le côté politique dans tes jeux? Et comment tu conçois du coup ce jeu comme objet politique? À peine. Oui, non mais c'est curieux. En fait, mon frère m'a posé la question aussi de qu'est-ce qui me donnait envie de faire des jeux, et puis je me suis dit, tiens, c'est marrant, dans presque chacun des prototypes que j'ai fait, à chaque fois, l'idée de base, c'est un truc qui me met en colère, quoi. Question du monde du travail, question de la surveillance, question de la destruction de l'environnement. Et du coup, je pense que, plus ou moins inconsciemment, c'est un peu une façon de gérer ce sentiment de révolte, cette colère, en créant un truc qui va incarner le sujet et dans lequel on va pouvoir un peu jouer les différents rôles et se défouler ou essayer de considérer les choses d'une autre manière. Il y a sans doute quelque chose de très cathartique, je pense, dans la création. Ça n'empêche pas d'autres engagements par ailleurs. Mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui motive le choix de ces sujets. Du coup, comme on t'a installé un petit peu Amazonie devant toi, est-ce que tu peux nous dire en 2-3 mots un peu quel est le pitch de ce jeu-là et du coup comment ça se joue et comment tu essayes de faire passer du coup un message politique à travers ce jeu-là et ses mécaniques? Alors, Amazonie, c'est un jeu asymétrique, comme tu l'as dit. Tu as d'un côté le protecteur de la forêt et d'un autre les exploitants. C'est un jeu de contrôle de zone qui va se placer sur un plateau qui va évoluer au fur et à mesure de la partie. Et c'est aussi un jeu de développement. On va pouvoir construire un peu son moteur. C'est un jeu expert. On est dans une autre gamme que rien à cacher. Pour 3 à 4 joueurs.
Sachant que même s'il y a plusieurs exploitants, il n'y a qu'une seule personne qui gagne à la fin, un exploitant ou le protecteur. Alors, l'objectif du jeu, c'est d'avoir 7 points de légitimité territoriale, et la façon d'obtenir ces points va changer selon si on est exploitant ou protecteur. Les exploitants, ils vont gagner des points en accumulant de l'argent, mais pour avoir de l'argent, il faut d'abord mettre du soja, du bétail et de la coca dans la forêt, mais pour mettre ça, il faut d'abord faire de la place, donc il faut déforester. Ils vont aussi gagner des points en réalisant des projets, par exemple construire une centrale hydroélectrique, faire un immense champ de soja, etc., qu'ils peuvent faire avec d'autres exploitants, donc il y a un aspect semi-coopératif. Ils peuvent aussi réaliser des contrats, donc ce sont des projets plus petits qu'on peut faire tout seul, et puis voilà, il y a d'autres petites sources de points de victoire. Et en face, le protecteur, lui, à l'inverse, il va gagner des points en retirant le soja, le bétail et le coca de la forêt, et aussi en sabotant les projets et les contrats, parce qu'ils ont tous à chaque fois un contre-objectif. Et si le protecteur arrive à le réaliser avant les exploitants, c'est lui qui les prend et qui marque les points. Voilà. Alors du coup, maintenant, j'arrive à la question piège que je me posais. Attends, est-ce que tu peux me donner la petite tronçonneuse, parce que c'est lié à mon propos. Donc ça, c'est le jeton premier joueur dans Amazonie. Donc ça, je sais que ça plaît beaucoup aux joueurs qui jouent à Amazonie. Et du coup, c'est un petit peu lié à mon propos, puisque si on revient, par exemple, alors pour faire un petit détour par Jean-Jacques Rousseau et par Émile, dans Émile, Jean-Jacques Rousseau parle des fables de La Fontaine, et il dit que les fables de La Fontaine, c'est très mauvais pour les enfants, puisque ça se veut moral, mais qu'en fait, par exemple, le corbeau et le renard, ça apprend aux enfants plutôt à apprécier le corbeau et à essayer de faire le renard plutôt. Le renard, pour essayer de faire tomber le fromage du bec du corbeau, plutôt qu'à être corbeau et essayer de refuser la flatterie. Donc ça apprend plutôt aux enfants à être flatteurs et à profiter du système, plutôt qu'à essayer de voir un petit peu les vices de tout ça. Pareil un peu sur la cigale et la fourmi, ça encourage plutôt à être dépensier, et que la personne qui va faire attention à ses sous et qui va bien économiser est un petit peu tournée en ridicule aussi. Et du coup, dans les jeux de société qui souvent se disent politiques, un peu comme le Monopoly, aussi un peu comme Rien à cacher, éventuellement comme Amazonie, finalement, il y a aussi un côté des joueurs à aller vers le vice et à s'en délecter. Donc dans le Monopoly, finalement, à la base, le jeu est créé pour critiquer le capitalisme, et les gens adorent ruiner les autres dans le jeu, accumuler des propriétés. Dans Rien à cacher, on dénonce la fin de la liberté d'expression, mais le but, c'est aussi d'être un citoyen modèle pour gagner et de dénoncer ses petits camarades. Et là, dans Amazonie, alors pour y avoir joué, je montrais la tronçonneuse, parce que justement, il n'y a rien de plus amusant finalement que d'être le braconnier qui va détruire la forêt amazonienne petit à petit. Comme ça. C'est peut-être la partie la plus amusante dans le jeu, c'est de jouer le braconnier. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi dans les jeux politiques à avoir un discours qui finalement va dans un sens et le résultat est complètement opposé à ce qu'on attendait? Ouais, c'est une très bonne question. Ouais. Je pense qu'on peut y répondre de plusieurs façons. Déjà, il va y avoir la façon dont est présenté ce rôle-là. Donc, dans Amazonie, très clairement, quand tu joues le rôle de l'exploitant, si tu veux arriver à tes fins, les choses que tu vas faire peuvent te mettre mal à l'aise. Si bon, ou peut-être pas du tout, hein, mais si tu as un minimum d'humanité, normalement, tu vas te sentir un peu mal si tu dois éliminer des autochtones, si tu dois payer un braconnier pour qu'il élimine des espèces menacées parce qu'elles peuvent manger ton bétail, ou si tu dois... en fait, si tu rases le plateau et que tu vois qu'il n'y a plus de forêt, ça peut te faire ressentir quelque chose. Cela dit, certains membres du jury au flip m'ont dit que au début, tu pouvais te sentir un peu mal, et puis après, tu t'habitues. Et pour eux, ce n'était pas incohérent avec le sujet du jeu, c'est-à-dire qu'on s'habitue rapidement à une forme d'exploitation, de destruction de l'environnement, de violence. Ça devient quelque chose de normal, et c'est intériorisé. Et donc, c'est cohérent avec le thème, c'est cohérent avec la réalité, parce que le jeu essaye de reproduire, même en le caricaturant bien sûr, mais un sujet qui est réel. Ouais, en fait, ça va dépendre de comment le joueur se positionne par rapport à son rôle. Mais tout de même, si par exemple tu fais appel à un orpailleur dans le jeu qui répand du mercure pour agglomérer de l'or dans le fleuve Amazon, tu vas gagner de l'argent, mais tu vas tuer tout ce qu'il y a autour. Donc c'est rigolo dans le jeu, mais tu comprends bien que c'est pas...
Le jeu te dit pas ah c'est super cool que tu aies fait ça, quoi. Même si tu vas accumuler des points de victoire d'un côté. Donc il y a donc ce premier aspect, ça serait le fait de forcer le trait, d'aller très loin et de dire en fait ça se passe comme ça en vrai, et si vous voulez jouer ce rôle, c'est ça que vous allez faire pour arriver à cet objectif. Donc en théorie, les joueurs qui jouent les exploitants, ils doivent avoir un sentiment un peu ambigu. D'un côté, cette satisfaction de se développer, de raser les choses, d'être un prédateur, quoi. Et d'un autre côté, quand même, se sentir un peu gêné aux entournures parce que les moyens d'y arriver ne sont pas très catholiques. La deuxième chose, ça va être les conséquences des actions des exploitants pour mener leurs objectifs. L'une des premières conséquences, c'est que plus ils déforestent, plus ils donnent des jetons aux protecteurs, et au verso des jetons, il y a des symboles. Et les symboles, ils vont permettre aux protecteurs d'activer certaines de ces cartes. Donc les symboles de faune vont permettre d'activer les animaux, par exemple, etc. Et donc naturellement, la mécanique fait que plus on déforeste, plus on donne des jetons au protecteur, et plus le protecteur va répondre avec force. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir répondre au premier rôle. Donc ça m'amène à mon deuxième point, c'est la multiplicité des points de vue. C'est-à-dire que tu as un sujet, mais tu l'explores avec différents points de vue, donc tu vas pouvoir le nuancer, tu vas pouvoir le voir sous plusieurs facettes. Et je crois que, en tout cas, ce que j'essaye de mettre dans Amazonie, c'est qu'il y a une réponse entre les différents rôles. Parce que quand on s'intéresse au sujet de la déforestation, qui est finalement une question de lutte pour un territoire, on voit que les antagonismes sont très forts. Et donc la question, c'est comment se fait cet affrontement, quelles sont les forces en présence, quels sont les recours des uns et des autres. Par exemple, le protecteur, il fait appel à des divinités qui représentent tout ce qui est le patrimoine culturel des populations d'Amazonie. Il peut faire appel à ces mêmes populations, à des animaux, mais aussi à des lois pour limiter la déforestation. Et en face, les exploitants, ils vont plutôt acheter des machines, ils vont faire appel à des spécialistes, des experts, par exemple un évangéliste qui va convertir des populations qui vont devenir de la main-d'œuvre. Donc les cartes se transforment au fur et à mesure de la partie. Mais les choses se répondent. En tout cas, c'est comme ça que j'essaie de construire le jeu. Un deuxième exemple des conséquences des actions des exploitants, c'est que le protecteur il peut prononcer des interdits dans la partie. Dire par exemple, on ne peut pas éliminer les animaux, ou on ne peut pas déforester telle zone. Et les exploitants peuvent dire, ok, on respecte les interdits, ça va les gêner dans les objectifs, ou ils peuvent dire, on s'en fout des interdits, on les enfreint, mais par contre, s'ils les enfreignent, ça fait monter une jauge de colère, et quand la jauge de colère arrive à un certain point, le protecteur déclenche un châtiment qui va être plus ou moins violent en fonction du seuil de colère. Là, c'est une autre façon de répondre aux actions des exploitants, et ce qui est rigolo, en fait, quand on observe les joueurs, c'est qu'au début, ils se disent « Ah non, je ne vais pas enfreindre les interdits », et puis au bout d'un moment, ils se disent « Ah non, mais j'ai trop envie de faire mon objectif, je m'en fous des interdits ». Et puis en plus, ça me permet d'emmener les autres avec moi dans le fond, donc j'enfreins l'interdit, et puis après, ils se prennent un châtiment sur la tronche, ils disent « Oh, mais comment ça se fait, c'est injuste, ton jeu n'est pas équilibré, mais c'est juste les conséquences de ce que tu as fait. » Et voilà, donc en fait, c'est rigolo, et c'est stimulant de se demander comment le jeu, avec son langage, sa mécanique, peut parler de ce sujet, peut faire réfléchir les gens, peut orienter les choix d'action, et puis faire en sorte, comme tu l'as dit, qu'on ne soit pas piégé avec un jeu qui va dire le contraire de ce qu'on veut lui faire dire. Ok, donc tu as parce que tu m'as dit, du coup, il y a le côté un peu, on pousse le trait, on fait faire des actions tellement horribles aux gens que finalement ça va les interpeller. Tu as le côté mécanique où tu fais une action horrible, tu as un retour de bâton dans le jeu, et puis après, du coup, moi je vois la troisième élément qui est le côté un peu explicite que tu as dans la lettre aux auteurs de Non rien à cacher à la fin, où tu dis très clairement, oui, vous avez gagné, mais en fait, non, vous avez perdu. Oui. Parce que vous avez dénoncé. La note d'intention. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est très important. Il y avait une émission de Proxy Jeux qui interviewait Dorian François, qui est l'auteur du Cortège, jeu de pitch-net sur les manifs. Et il a mis une note d'intention très explicite dans son jeu, en expliquant sa démarche. Et ça, c'est très intéressant. Ouais. Donc dans Amazonie, ça pourrait être une note à la fin. Si le braconnier a gagné, vous avez gagné, mais n'y avez-vous pas perdu votre âme? Ouais, regardez la gueule de la forêt, quoi. C'est ça. Et si vous avez un peu du mal à respirer et qu'il fait chaud alors qu'on est au mois de février, peut-être qu'il faut se poser des questions. Il faudra peut-être manger un peu moins de viande, quoi. Donc on approche de la fin de l'interview. J'avais une dernière question. Qu'est-ce que tu penses de la place du jeu de société aujourd'hui dans le débat public, ou même du jeu peut-être de manière générale? Parce que j'ai en tête par exemple il y a quelques années quand Assassin's Creed, alors je crois que c'était Assassin's Creed Révolution est sorti, ça parlait de Napoléon, des choses comme ça se passait à Paris, et il y a eu une intervention de Jean-Luc Mélenchon dans les médias qui s'est insurgé, je ne sais plus exactement d'ailleurs, d'un des éléments du jeu.
Alors c'était pour un jeu vidéo, on pourrait avoir la même chose aujourd'hui pour un jeu de société. Est-ce que tu trouves que le jeu de société est suffisamment présent dans le débat public aujourd'hui? Est-ce que ce serait bien que justement des hommes politiques peut-être ou des personnages publics s'emparent aussi davantage de ce débat? Ouais, c'est une bonne question. Et je crois que c'était à propos de Robespierre qui s'était énervé Oui, Mélenchon peut-être, ouais. parce qu'il était présenté comme un méchant dans Assassin's Creed, un templier, méchant Robespierre. Ouais, en fait, ça pose aussi la question, je crois, de la maturité du média. Parce que c'est un média assez jeune finalement, le jeu de société moderne. Et du coup, comme tout média, il suit son chemin. Et il y a au bout d'un moment où il commence à réfléchir sur lui-même. Et qu'est-ce qu'il dit en tant que jeu, avec son propre langage, comment on peut le recevoir, quel sujet on peut aborder. Et du coup, forcément, il va finir par prendre de plus en plus de place, je crois, dans le débat public. Il y a un jeu qui avait fait un peu le buzz, plus ou moins positivement, c'était Antifa, parce qu'il était vendu à la FNAC. Et des personnalités politiques s'étaient offusquées qu'il y ait un jeu Antifa dans lequel, soi-disant, on ferait des actions illégales, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, qui inciterait à la violence politique, etc. Et donc ça montre que là, le jeu de société est considéré comme n'importe quel média, créer du débat, de la polémique, etc. Après, bien sûr, il faut toujours aller voir l'objet en lui-même pour voir qu'est-ce qu'il dit, quelle forme il a, quel est son vrai message, comment il faut le comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, il y a aussi une critique qui commence à se poser des questions sur son travail à elle aussi, comme il y a des auteurs qui se posent des questions sur leur travail et qui se demandent, comme Paul Gara par exemple, ou le Pionfesseur ou d'autres, comment on peut questionner le jeu, comment on construit son goût du jeu, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un jeu, qu'est-ce qu'il peut dire, comment on comprend l'intention de l'auteur, comment on l'interprète, comment on suit une création dans le parcours d'un auteur, dans le temps, et aussi la place des auteurs dans leur diversité, parce que bon, là, les auteurs se ressemblent beaucoup, et ça commence à s'ouvrir un peu. Donc je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. La question était très ouverte. Ouais. Mais ouais, est-ce que le jeu va prendre de plus en plus de place? Ouais, sans doute. Ouais, on a vu François Ruffin, par exemple, jouer à Dual Powers, je crois. C'est pas Seven Wonders Duel? Seven Wonders Duel. Il me semble. Voilà, donc, en fait, il y a des personnalités publiques, des personnalités politiques qui sont aussi joueurs et joueuses. Et donc forcément, en fait, le jeu commence à, comment dire, je pense, alors, je ne suis pas expert de ces questions, mais je crois qu'il commence à se diffuser dans différentes couches de société, même si c'est un certain milieu, je pense, classe moyenne, classe aisée qui y joue, parce que c'est un certain coût aussi, le jeu de société. Ouais, non, je pense que ça va. Enfin, en tout cas, moi je le souhaite parce que ça veut dire qu'on va pouvoir amener de plus en plus de sujets et explorer plein de choses, et ça, c'est très, très stimulant. Avant de conclure, est-ce que tu as des projets en cours? Ouais, alors du coup, Amazonie, j'aimerais bien que ça se concrétise, parce que bon, on a primé à Boulogne et puis au Flip, ça permet de donner du poids au jeu quand on présente aux éditeurs. Donc, je vais continuer les discussions qui sont déjà entamées, continuer à le développer, parce qu'il y a encore un peu de travail. Et voilà, on va voir. Et puis il y a ce qu'on appelle le jeu du Graal, qui est un jeu pour Rennes en jeu, le festival Rennes en jeu, qui a lieu chaque année à Rennes, début février. À l'occasion de ce festival, le collectif fait un jeu. Alors, en amont, il y a une jam. On peut présenter un jeu. Alors, il y a pas mal de contraintes de matériel, de thèmes, etc. Et on vote. Et le jeu qui obtient le plus de votes sera ensuite développé par le collectif, puis illustré par Henri, puis imprimé et vendu au festival. Et tous les bénéfices seront reversés au festival. Et c'est l'une des sources d'argent pour le festival. Donc, c'est une belle démarche, je trouve. C'est stimulant en tant qu'auteur. C'est un beau travail collectif. Et voilà, il se trouve que là, c'est un des jeux que je présentais qui a remporté la Jam et qu'on est en train de développer jusqu'en septembre. Et puis après, voilà, il y aura la phase d'illustration, etc. Il devrait être disponible en février 2025 pour le Rennes en jeu. Édition, je ne sais plus combien, mais voilà, venez à Rennes en jeu. Le meilleur festival avec le Flip. Merci Antoine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Tu couperas ça. Non, bah merci, merci de me donner l'opportunité d'écrire un petit peu ma démarche en tant qu'auteur. Voilà. Et bah, merci à toi. Et salut à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut. Et on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo jeu ou peut-être une interview d'un autre auteur, on ne sait pas. Mais plus probablement une vidéo de jeu. Salut.